Thierry François, vous êtes agriculteur dans la Somme, un département qui a récemment fait parler de lui par un projet assez controversé qui s'appelle la ferme dite des 1000 vaches. Alors je vous laisse vous présenter et puis on reviendra peut-être sur ce projet. Oui, donc je suis agriculteur dans la Somme. Je cultive du blé, des betteraves, des pommes de terre et des endives. Parallèlement à cela, nous avons créé, il y a 20 ans, un atelier de conditionnement d'endives. Je suis agriculteur en conventionnel, comme on dit, avec pourtant des pratiques culturales différentes, mais qui se généralisent, du semi-simplifié, du bas volume, des réductions de doses, du désherbage mécanique. J'ai surtout fait attention à la vie de mes sols, qui se mesure en matière organique. Elle est passée de 1,4% à 1,6% en 20 ans. Je vise 2,2, c'est-à-dire que j'en ai encore pour 60 ans, si tout se passe bien. Ce qui montre à peu près le rapport au temps que nous pouvons avoir. Alors ce projet des 1000 vaches, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui oppose des agriculteurs industriels à de l'agriculture paysanne. Vous qui êtes dans le département, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour aider à dépasser ce débat un peu difficile? Oui, 1000 vaches, c'est énorme, ça paraît beaucoup, mais je vous renvoie en même temps à la question, qu'est-ce qu'on appelle agriculture industrielle? Est-ce une question de quantité, de qualité, de technique ou encore autre chose? Que regardons-nous? L'homme ou l'animal? Tout d'abord, les faits. La ferme des 1000 vaches, qui est dans la Somme, je suis passé à côté plusieurs fois, est la réunion de 5 éleveurs qui ont voulu continuer à produire du lait et pouvoir investir grâce à un apporteur de capitaux qui leur permettent de moderniser leur atelier. Ils espèrent ainsi survivre au prix qui s'annonce, au prix du lait qui s'annonce. On se trompe de débat car on pointe du doigt la conséquence du système pervers dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le prix du lait, au lieu de pointer la cause, qui est d'abord le prix. Donc je ne me prononce pas sur la quantité et prends le parti de la bienveillance. Ces éleveurs ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour leur ferme. Alors, comment vous avez travaillé au-delà, puisque dans votre département, vous avez pris des initiatives pour travailler la question de l'agriculture et de l'écologie humaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment vous avez fait, comment vous avez démarré, comment on s'y prend pour démarrer une question d'écologie humaine sur l'agriculture? On a commencé à travailler, je dirais bien avant l'écologie humaine. On était un petit groupe d'agriculteurs différents, les uns en bio, d'autres en conventionnel, des chasseurs de primes, des productivistes, des extensifs, des cools et des stressés, comme moi, à réfléchir sur les fondamentaux et sur l'avenir de notre métier. Et nous avons tout de suite compris que l'écologie humaine était au cœur de nos préoccupations. Quand nous avons voulu aborder cette question du lien entre l'agriculture et l'écologie humaine, la réponse s'est révélée difficile à trouver, surtout pour des paysans qui travaillent avec le concret. Devant les difficultés, nous avons toujours besoin de concret et nous nous sommes donc décidés à bâtir un questionnaire à partager avec d'autres agriculteurs ou proches de l'agriculture ou non agricoles qui puissent donner des éléments de réponse. Et nous l'avons intitulé « Quelle espérance pour le monde agricole ?» Bon alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme... Vous avez beaucoup de réponses. Qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse? Qu'est-ce que disent les gens qui ont accepté? Moi, je l'ai rempli, votre questionnaire, il est long, il est tout à fait intéressant, mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Il y avait beaucoup de choses, mais 3 points majeurs ressortent de tous les questionnaires dans des directions. Le premier point, des valeurs fortement affirmées. Dans une société où règne l'individualisme, les valeurs de l'entraide et de solidarité restent très fortes. Quand nous découvrons quelque chose, nous le partageons volontiers. Le secret industriel n'est pas de mise chez nous. Autre point, l'attachement à la vie familiale et à nos racines.
font que nous avons particulièrement conscience de ce que nous devons à nos pères et ce que nous devons transmettre à nos enfants. Le goût de l'effort, la passion du travail est quasiment unanime. Dans une société de plus en plus virtuelle et axée sur la publicité, l'agriculture garde un rapport au réel qui l'oblige à être dans la vérité. On ne triche pas avec la nature. Mais, comme me disait un ami, on triche avec l'administration. Parce que pour respecter la nature, c'est pas facile. Et si j'ai pas triché 3 fois avant 9 heures, c'est que je me suis pas levé. Merci de votre témoignage, votre honnêteté, votre détermination. Est-ce que vous voulez rajouter? Il me reste un point. On vit au rythme des saisons, des animaux, du temps qu'il fait. Notre rapport au temps, c'est un beau temps pour nous, c'est celui qui ne dure pas. Ces différentes contraintes nous obligent à expérimenter que tout ne dépend pas de nous. C'est un certain lâcher-prise, dans une culture de l'urgence, de l'immédiateté et de la performance. Nous revendiquons un droit à l'erreur, un droit à ne pas avoir des produits parfaits. Cela induit un décalage par rapport au reste de la société. Au moment de la moisson, on moissonne et on dérange, on fait du bruit. Vous parliez justement des 35 heures. Si on a 57 heures de moyenne, ça veut dire que certains en font 70. Merci beaucoup de ce témoignage. Le dernier point, c'est une vocation claire. Les réponses au questionnaire montrent une vision claire de l'agriculture. C'est avant tout et de loin le fait de nourrir la population, qui est la raison d'être des agriculteurs. 3 autres dimensions apparaissent, mais ne sont que les conséquences de la première. L'entretien de l'environnement et le social, et la production d'énergie. Pour ce qui est de la production d'énergie, elle a toujours fait partie de l'agriculture. Autrefois, 30% de la surface était utilisée à la production d'avoine et aliments pour nourrir les chevaux. Pour ce qui est de l'environnement et du social, il découle naturellement des besoins et des pratiques qui sont les nôtres. On ne peut pas faire de social si on n'a pas besoin de main-d'œuvre pour travailler. Et d'autre part, une bonne pratique culturelle entraîne naturellement du mieux pour le paysage et l'environnement. Un dernier mot à nous faire partager sur votre questionnaire, sur les non-agriculteurs. Je vais faire bref. Je vais aller directement à la conclusion en disant qu'il y a quelques pistes de travail avec un chemin d'écologie humaine au niveau de la profession. La première, les agriculteurs ont le désir de renouveler leurs pratiques agronomiques, de se réapproprier la vie du sol, en s'appuyant sur la recherche, que ce soit en conventionnel ou en bio. Il est urgent de trouver des pistes de coopération afin d'avancer dans ce domaine. La deuxième piste est de privilégier les relations de proximité. Les agriculteurs comme les consommateurs ont besoin de se connaître mutuellement. Nous pourrions aussi créer une synergie entre les groupes de travail de l'écologie humaine avec le groupe consommation, afin de trouver ensemble les moyens de renouer des relations de proximité. Elles existent déjà, bien entendu, avec les AMAP, les circuits courts, mais nous pouvons peut-être étendre les bonnes idées et trouver d'autres pistes, avec le groupe santé, puisque l'aliment est la première source de santé, avec les médias et la communication, dont on a grand besoin pour aider l'agriculture et communiquer sur ce qu'ils sont, et promouvoir une image bienveillante de l'agriculture et des agriculteurs. Et un dernier avec le groupe architecture, car il serait bénéfique pour tous de trouver des matériaux et des idées de bâtis agricoles qui permettraient de construire des bâtiments à la fois fonctionnels et esthétiques. Je vous remercie parce que ce questionnaire, il est vraiment... Votre initiative de questionnaire, elle est vraiment très riche, riche des réponses. Vous aviez
insisté sur le fait qu'elles soient envoyées également à des non-agriculteurs. Et je crois que ça illustre bien aussi la richesse des réponses et la qualité des pistes que vous ouvrez pour trouver de nouveaux chemins. Louise, vous êtes jeune agricultrice en cours d'installation. Alors racontez-nous qui vous êtes, votre parcours et pourquoi vous reprenez l'exploitation. Bonjour à tous. Donc j'ai 27 ans, j'ai suivi un cursus universitaire en sciences de l'environnement et management, dont 7 ans à l'étranger, au Canada, Australie. Et je me suis spécialisée dans la gestion participative des ressources naturelles et des services écosystémiques ou services environnementaux appliqués à l'agriculture. À côté de ça, j'ai eu la chance de cofonder une association pour le reboisement du Nord-Pas-de-Calais en 2009 qui continue à ce jour. Et cette année, en janvier 2014, je suis revenue en France et je me suis installée sur l'exploitation familiale agricole, grande culture, betteravière, dans le sud de l'Aisne, en Picardie, avec l'idée de reprendre l'exploitation. Voilà. Alors vous arrivez avec un solide parcours, pas un tour du monde, mais presque. Alors qu'est-ce que vous comptez faire dans l'exploitation? Continuer, changer, révolutionner? C'est vrai qu'il y a eu un peu de dépaysement. De l'Australie à la Picardie, en passant par le Canada, j'ai fait tout un travail de réadaptation. Et puis surtout avec mon père, j'ai beaucoup parlé avec mon père agriculteur sur comment optimiser toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir à l'étranger et identifier ces pratiques innovantes et performantes pour voir comment est-ce qu'elles pourraient nous servir à notre exploitation. Alors par exemple, on parle du non-labour, on parle de l'agroforesterie, on parle de la diversification des cultures, comme on a pu le voir dans le film de la Martinique. Donc dès que je me suis installée à plein temps en janvier, c'est vrai qu'il y a eu... j'ai très vite identifié qu'il fallait que je m'entoure des agriculteurs. Il fallait que j'aille voir les autres agriculteurs, qu'il y ait un vrai échange. Il ne faut pas être isolé. C'est vrai que ça, c'est un très gros enjeu. Il faut trouver une dynamique de groupe pour co-construire ensemble un système de territoire qui soit en cohérence avec ses voisins et avec sa dynamique de territoire. Alors en étant au contact d'agriculteurs, évidemment, j'ai pu les connaître, les rencontrer. Et comme disait Thierry, c'est vrai que j'ai vite identifié aussi qu'il y avait un besoin d'accompagnement des agriculteurs. Ils ont vraiment un manque de moyens aujourd'hui pour se permettre de faire cette transition dite agroécologique. Alors il manque de données scientifiques pour valider des pratiques innovantes. Il manque d'accompagnement pour l'appropriation de ces pratiques innovantes et l'intégration dans leur système. Parce qu'il faut se rappeler qu'un agriculteur, il ne travaille pas seul, il travaille avec une chaîne de production et qu'il y a beaucoup d'interdépendances. Donc si on amorce un changement, il faut que ce changement se fasse avec les autres et que c'est aussi une entreprise et qu'une entreprise, il faut avoir une garantie de rentabilité d'une année sur l'autre et dans la durée. Donc voilà, on voyait qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement. Alors du coup, avec un groupe d'agriculteurs un peu leader dans l'esprit, on s'est dit qu'il faudrait qu'on se crée une ferme expérimentale, participative entre nous. Donc voilà, j'ai proposé avec mon père de mettre de côté une 40aine d'hectares de notre exploitation pour créer une ferme expérimentale participative dans l'idée de co-construire avec les agriculteurs des alentours un itinéraire de transition où on intégrerait des pratiques leviers comme l'intégration de l'arbre dans nos systèmes industriels, comme l'allongement de nos rotations en intégrant de nouvelles cultures ou avoir du couvert permanent et peut-être aborder le non-labour. Donc voilà, avoir un peu une plateforme d'essai où entre agriculteurs on fait remonter nos connaissances de terrain, on engendre un dialogue avec l'expertise scientifique pour valider certaines pratiques et évaluer tout au fil de la transition la viabilité économique de l'exploitation, mais aussi ses performances sociales et environnementales. Voilà, donc cette association, ce serait à but non lucratif, avec un but vraiment de démonstration et de catalyseur d'échange
pour vraiment permettre aux agriculteurs de déployer leur capacité d'entreprendre et de changement. Mais alors, ce projet, finalement, quels vont être les critères de réussite? Parce que est-ce que c'est une partie de l'exploitation pour tester, un petit peu comme pourrait le faire un mécène, ou est-ce que c'est un projet qui va durer, se déployer? Comment vous allez monitorer ce sujet-là? Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de conviction dans ce projet, qu'on dépasse l'intérêt personnel. Il y a vraiment un enjeu de bien commun, comme on a pu le voir dans d'autres présentations. Mais il reste qu'il y a vraiment une réalité économique derrière ce projet. Et c'est pour ça qu'on veut que ce soit les agriculteurs qui le fassent eux-mêmes aussi, pour qu'ils mettent vraiment les indicateurs qui leur parlent et qui leur sont importants, avec, en conditions réelles, avec les mêmes critères de rentabilité qu'une autre exploitation. Alors, il faut savoir qu'avec la PAC agricole, donc la politique agricole commune 2015, le monde agricole est vraiment amené à bouger ses lignes. Il y a une attente sociétale et environnementale qui est énorme. Et il faut que ce soit le monde agricole dans son ensemble qui bouge ses lignes. Donc c'est là où vraiment on évite les polarisations agriculture conventionnelle, agriculture biologique ou de conservation. On essaye de parler à l'ensemble de la profession et que ce soit accessible à l'ensemble. Donc c'est vrai qu'en termes de critères de réussite, voilà, cette réalité économique, il faut qu'il y ait une performance derrière durant toute la transition. Il y a aussi un enjeu de dialogue. Si on fait une ferme expérimentale participative, l'idée c'est vraiment d'engager les agriculteurs dans un dialogue et qu'il y ait des transferts de connaissances. Donc à la fin de ce projet, c'est vraiment de provoquer de l'apprentissage, de l'appropriation et d'essaimer les bonnes pratiques. Et puis il y a aussi une évaluation scientifique. La rigueur scientifique est très importante pour accompagner le monde agricole à valider certaines pratiques et à avancer dans ce changement. Donc voilà, en termes d'évaluation, on est vers ça, vers essayer de mieux comprendre comment nos systèmes impactent notre environnement et comment optimiser le potentiel de notre système tout en répondant à toutes ces attentes. Voilà. Un projet partagé, un projet dans le temps, un projet ambitieux. Merci de nous l'avoir présenté. On va... On a finalement passé quelques petites étapes. On a partagé le fait que les polarisations, c'est pas une bonne façon d'aborder les sujets. On a compris que ce qui ne convient pas n'est pas nécessairement ce qu'on voit, mais qu'il y a peut-être quelque chose derrière. On a vu qu'il y a des acteurs qui ont des idées et on a vu qu'il y a des chemins vers le possible. Et je voudrais laisser la conclusion de cette table ronde à Gilles, en l'interpellant finalement sur deux questions qui nous ont nous-mêmes finalement étonnés. Pourquoi l'agriculture, c'est central pour l'écologie humaine? On a vu qu'il y avait peu de personnes concernées, on consomme mais peu de personnes produisent. Pourquoi? Et puis qu'est-ce que le courant pourrait faire au-delà demain? Quels sont les projets du courant pour l'agriculture? Gilles Herrière-Dubreuil. Oui, donc il y a des gens qui se sont demandé pourquoi on avait mis une table ronde sur l'agriculture. Ils ont trouvé ça un peu bizarre. Ils ont dit, voilà, on a des orateurs, des philosophes, et puis tout d'un coup, une table ronde sur l'agriculture, ça concerne effectivement assez peu de gens. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'aurais pu dire l'agriculture, c'est parce que vous mangez 3 fois par jour, c'est important. L'écologie humaine, c'est quand même, ça passe un petit moment à table, mais c'est pas ça en fait. J'aurais pu vous parler des agriculteurs auxquels j'étais constamment confronté, enfin, j'ai été en permanence en contact avec des agriculteurs au cours de ma propre carrière dans les contextes post-catastrophiques, autour de Tchernobyl, en Laponie, autour de Fukushima, en Martinique. J'aurais pu vous parler d'un agriculteur japonais que j'ai rencontré il y a 3 semaines qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de faire du riz propre, du riz non contaminé dans un territoire, dans la préfecture de Fukushima. Mais c'est pas pour ça qu'on a mis une table ronde agricole. En fait, c'est parce qu'on voulait vous présenter un peu, à travers ce chemin qui est en train de se construire,
une sorte de Big Bang de la révolution de la bienveillance, en fait. On voulait vous montrer un petit peu comment on regarde, là, vous savez que les sondes spatiales, voilà, qu'est-ce qui se passe. C'est un peu ça qui est en train de se passer sous nos yeux. Bon, vous avez compris que Régis Dubourg, il est directeur de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Vous demandez à un agrobio, des gens qui sont dans l'agrobiologie, ils vont vous dire « Ouh là là, ça c'est le temple de l'agriculture conventionnelle ». Vous avez compris, mais il ne vous l'a pas dit tout à fait, qu'on s'est un peu empoigné au début parce qu'il y avait des gens qui ont dit « Mais l'écologie humaine doit s'engager dans l'agrobiologie ». Et puis Régis nous a rappelé, les agriculteurs, enfin en tout cas 95%, peut-être plus, 95% des agriculteurs, c'est des gens qui ne vont pas bien. C'est la profession qui suscite le plus. Il a donné tous les chiffres. C'est des gens qui bossent 54 heures en moyenne au lieu de 37 heures. Et on devrait partir du problème des agriculteurs. Donc on est passé de l'agriculture aux agriculteurs pour essayer de réfléchir. C'est comme ça que ce groupe de travail a été monté. Et on voit apparaître des choses qui sont importantes parce que c'est le début d'une méthode qui sera d'ailleurs transférable, j'y reviendrai un petit peu demain, et qui est extrêmement concrète. Alors d'abord, première chose, on voit au cœur même de cette agriculture, dans les lieux touchés, comme la Martinique, dans des lieux qui sont plutôt caractérisés par une agriculture conventionnelle, on voit effectivement apparaître des personnes qui s'engagent dans un chemin de possible. Elles partent de là où elles sont, elles ne partent pas d'une idée a priori de ce que ça devrait être, elles enclenchent un chemin viable. Viable, ça veut dire qu'elles peuvent continuer à vivre, même si c'est une transition, même si on n'obtient pas tout d'un coup. Et donc c'est possible, c'est un message d'espérance extrêmement important. Fonrose qui nous présente cette agriculture traditionnelle, c'est pas de la nostalgie. En plus, c'est un homme qui est dans la modernité. Il est passionné d'Internet. Il récupère en permanence des techniques à droite, à gauche. Il se renseigne, il améliore. Le jardin créole, c'est 50 mètres carrés en général. Lui, il a monté un jardin sur 3 hectares. Et donc, vous voyez, c'est un espèce de mouvement qui part des personnes et puis qui est un mouvement de réenchantement. Moi, j'ai passé une après-midi dans le jardin de Fonrose. J'avais organisé un colloque sur les agricultures traditionnelles. Ben, je peux vous dire qu'au bout de 2 heures dans le jardin créole, vous vous sentez vraiment bien. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est joli, on se sent bien. Je suis sûr que si j'allais passer un peu de temps chez Louise, ben, ça serait pareil. Je me sentirais bien, mais je me sentirais bien parce qu'il y a un lien entre son unité personnelle, le sens qu'elle met dans son activité puisqu'elle produit. C'est une chose qu'on entend aussi dans la bouche de Thierry François. Il y a une unité entre ce que nous sommes et ce que nous produisons. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors, finalement, est-ce que c'est de l'écologie tout ça ? Voilà. Alors, en réalité, vous voyez que, en fait, il y a quelque chose d'assez nouveau là-dedans, c'est que ce n'est pas de l'écologie politique au sens où on construirait des normes pour faire que Louise Belay, Fonrose, tous ces gens-là, ils aient un comportement écologique. Ce n'est pas à travers des normes, ce n'est pas en les culpabilisant sur ce qu'ils font, c'est plutôt parce qu'ils construisent un nouveau rapport à la biosphère. Vous avez entendu, moi j'ai entendu à Paris, Thierry François me dire « moi je ne suis pas un exploitant, je ne veux pas qu'on m'appelle exploitant ». Pareil en Martinique, 8000 km de distance. Et là, ils ont une culture amérindienne, l'homme fait partie de la nature. Ce n'est pas comme chez nous, la culture grecque, l'homme éventre la terre pour en tirer son fruit. Non, c'est une toute autre culture. Mais vous voyez ce nouveau rapport que Gilles Clément appelle le jardin planétaire, cette nouvelle relation entre l'homme et la biosphère, ça c'est une métaphore de quelque chose qui pourrait être un mouvement, disons, une prise en charge patrimoniale, j'aurais tendance à dire, de l'écologie. Alors ensuite, quel est le projet politique ? Parce que finalement, vous pourriez nous dire, bah là, à part des vitrines, une succession de success stories, c'est génial, mais enfin bon, qu'est-ce qui fait que ça bougeait ? Qu'est-ce qui fait que ça va bouger ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est le lien. C'est la manière dont ce maillage, progressivement, va permettre de faire bouger l'ensemble du système, parce qu'on va déployer les qualités, la contribution de ces agricultures au bien commun. Donc l'agriculture, elle n'est plus une filière de production comme une autre, et tout d'un coup on dirait, bon bah les gars, c'est plus rentable, merci, écoutez, il faut peut-être vous reconvertir. Non, l'agriculture, c'est une contribution à la sécurité sanitaire, à la santé, à l'emploi,
à l'identité culturelle, à travers les fromages, le pinard dont on a parlé tout à l'heure. C'est évidemment quelque chose qui fait vivre le territoire à travers l'économie, c'est une contribution au paysage, à l'écologie. Donc vous voyez, c'est une activité qui est complètement centrale, mais il faut qu'on redéploie ça, parce que ça fait 50 ans qu'on est parti sur une agriculture industrielle qui était complètement dans la production. Alors vous voyez, quand on est arrivé en travaillant en Martinique, où je travaille depuis 4 ans, on est arrivé à ce projet de dire on va redéployer les agricultures traditionnelles. Je suis allé voir la DAF, la direction de l'agriculture, et ils m'ont dit mais écoutez, vous êtes gentil, mais enfin ça c'est pas de l'agriculture. Ils nous ont dit mais de quoi vous nous parlez là? C'est pas de l'agriculture là, non je vois pas. Pourquoi? Parce que vous pourrez pas livrer les grandes et moyennes surfaces, c'est pas productif, etc. Alors on leur a dit oui, mais enfin dans une île qui dépend à 80% de son environnement, si chaque famille se fait un panier de légumes par semaine, même s'ils y passent un temps fou, enfin je veux dire c'est quand même intéressant. Et puis au passage, s'ils reviennent vers leur alimentation traditionnelle qui était très très bonne pour la santé, qui sont en train d'abandonner, ce qui est à l'origine de nouvelles maladies, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, ça fera peut-être des économies du côté de l'Agence régionale de santé et de la prévention aussi, pourquoi pas. Bon. Et puis au passage, c'est le maraîchage, c'est beaucoup de travail, il faut remettre les jeunes au boulot là-dedans. Et les gars qui sont le dos au mur avec le petit joint dans les villages et qui font peur à tout le monde, on peut peut-être les remettre un peu au travail et les remettre dans une vie, etc. Bon, bref, on a vu apparaître des tas de dimensions importantes. Et puis l'agriculture en Martinique, l'agriculture traditionnelle, il y a un lien culturel parce que traditionnellement, c'était le lieu de liberté des esclaves, les petits jardins créoles. Donc pour eux, c'est très important. Et donc, quelque part, dans un pays qui est un peu à la recherche de son identité, c'est très important. Et je pense qu'en fait, on s'aperçoit que dès qu'on cherche à reconstruire la vie dans un territoire, l'agriculture, elle a un rôle tout à fait fondamental. Je pense que dans le courant de l'écologie humaine, on sera amené à déployer ça dans des tas d'autres, sur des tas d'autres activités. Voilà, j'entends les petits oiseaux. Et je dois donc conclure en disant que nous allons, en fait, ce processus qui est parti ici va se traduire. On a fait une réunion il y a une dizaine de jours pour organiser un colloque sur les agriculteurs et le jardin. On a mis des agriculteurs, la Chambre d'agriculture de Martinique, on a mis l'association Sol et Civilisation qui était fondée par Raymond Lacombe, et on va essayer de rassembler un maximum de gens dans un dialogue bienveillant sur ce que peut être le devenir de cette agriculture pour retrouver un chemin et de cette façon-là, au fond, créer les conditions d'une légitimité de ce bien commun local et le faire remonter et faire une pression de nature politique pour pouvoir effectivement monter un projet qui soit une agriculture au service de l'homme et de tous les hommes. Voilà. El gran espíritu de la sed.